c'était donc des artistes et ils n'avaient que ça à faire. Bon, et puis alors pour les femmes, ils étaient très attentifs puisqu'ils ont inventé les bijoux. Alors vous avez des colliers, des parures, c'est magnifique. Hein, alors j'ai une vitrine de bijoux que j'ai prêtée au musée pendant 1 an, qui est vraiment remarquable. C'est vraiment, il y a par exemple des colliers à dents de cerf. Alors c'est très rare, vous avez 1% de cerf, c'est un animal du chaud, donc c'est glacé, il n'y en a pas, 1%. Et là, ce sont des craches, des dents de lait, il n'y en a que 2. Et en plus, elles sont gravées. Alors, graver des dents, c'est unique. Donc, vous voyez, voilà. Alors ça, pour moi, c'est un collier de diamants. Et c'est formidable. Pour l'époque, c'était quelque chose. Donc, il y a 40 000 ans, il faut savoir qu'il y avait l'art, Et dans l'ASCO 4, à la fin de l'année prochaine, vous pourrez voir une chose de formidable. Vous avez sur une paroi, vous verrez les impressionnistes, et de l'autre côté, vous verrez les peintures magdaléniennes. C'est la même chose. Et dans mon musée, et là je vous ai amené un exemple, c'est un os qui est gravé, c'est un lagopède, c'est une perdrix des neiges, la tête c'est un triangle, le corps c'est un triangle. Toutes les saguets que j'ai, c'est du Miro. Donc on va retrouver les impressionnistes, et Picasso a dit qu'il s'était inspiré de la préhistoire, mais je vous assure que toutes les gravures que j'ai, et notamment celles qu'on n'arrive pas à décoder, c'est des impressionnistes. Donc vous verrez, d'ici 5 ans, 10 ans, ça va être un phénomène. On va découvrir l'impressionniste à partir de ces hommes. Alors vous voyez que ce n'est pas des sauvages, c'est des gens fantastiques, des artistes fantastiques, et ils avaient tout le temps pour exercer leur travail. Alors, pour vous dire la jonction entre le cerveau et la main, il y a une accélération, bien sûr. Après le Néandertal, il découvre en 5 fois moins de temps, 3 fois plus d'innovation. Alors je ne vais pas vous le citer, hein, il faut voir le musée pour ça. Mais lui, le Cro-Magnon, c'est chaque millier d'années, c'est des dizaines d'innovations. Alors, ce qu'on appelle les marqueurs, il invente donc des perçoirs, il invente les burins. Alors là, je peux vous dire qu'il a 40 000 ans, parce que c'est ce qu'on appelle un burin busqué, il est très épais, et puis au fur et à mesure des années, il devient plus mince, et puis à un moment donné, il y a le couteau suisse, c'est-à-dire que d'un côté c'est un burin, d'un autre côté c'est le grattoir, vous avez une encoche, enfin, voilà, et c'est très léger. Coppens dit qu'au départ, vous avez 500 grammes de pierre pour faire quelques centimètres de lame, et après vous avez 1 mètre de lame pour quelques grammes de pierre. Donc ça, c'est une évolution constante de l'évolution de l'outil. Alors, je vous ai aussi montré pour le Cro-Magnon un des bijoux. Là, c'est une dent d'ours, puisque c'était, voilà, l'ours était mythique hein, pour eux, et elle est percée, c'est une belle pendeloque, elle est magnifique, elle a 35 à 40 000 ans. Et puis il invente, à partir des bois de renne, des saguets. Alors les saguets vont évoluer, elles vont être de plus en plus grandes, etc. Alors voilà pour une phase de Cro-Magnon. Alors cet homme, à un moment donné, il fait un bond dans le lithique, et c'est l'apogée du lithique, et on a une période qui est étonnante, qui dure que 2000 ans, mais c'est 2000 ans sur les 80 000 où il y a un froid intense. Pendant 2000 ans seulement, c'est la période de Solutré. Et là, ils inventent des outils très sophistiqués, à tel enseigne on se demande si ce ne sont pas des gens d'Afrique qui ont traversé le détroit de Gibraltar, comme c'est très glacé, parce qu'on retrouve en Espagne des sites, beaucoup de sites dans le sud, et puis on arrive ici. Et le solutré, c'est ce qu'on appelle des feuilles de laurier. Et là, au lieu d'avoir, vous savez, les outils, vous avez un nucléus, c'est une masse de silex, vous avez un marteau, c'est un percuteur, il va taper de telle façon qu'il va fabriquer ces outils. Mais là, au lieu d'avoir un marteau, il prend un bois de renne et c'est par pression. Donc c'est un peu comme les outils africains. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit... Moi je vois des Masaï, si vous voulez, et on retrouve un peu la technique des outils Masaï. Donc il serait venu, et pendant 2000 ans, c'est l'apogée du lithique. Alors après vous avez la Madeleine, le magdalénien. Alors là, ce que vous verrez dans la presse l'année prochaine, voilà ce que j'ai découvert dans les déchets. Et j'ai fait l'objet de la couverture, il y a 2 mois, la couverture du magazine, parce qu'on ne trouve pas en France, on n'a jamais trouvé une Vénus de magdalénien. On a trouvé, quand ils ont fait l'innovation des 3D, c'est il y a 28 000 ans, ils ont fait les premières Vénus. Et là, j'en ai des magnifiques à base de mammouth. Mais là, 20 000 ans, pendant la période de Lascaux, aucune Vénus. Alors c'est incroyable, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de Vénus, elles ont disparu. Or, j'en ai découvert une
Alors, elle est vraiment retouchée aux endroits qu'il faut. Donc, on voit bien les fesses. Déjà, la tête, il n'y en avait pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne les reconnaissait pas. Et les préhistoriens mettaient ça dans les pierres, dans les déchets. Donc, cette Vénus, alors j'ai le plus grand spécialiste qui s'appelle Laure Blanchet, qui est venu, qui me l'a pris pendant 2 mois. Et il a publié, voilà, depuis 3 mois. D'après vous, combien j'ai trouvé de Vénus dans mes vieilles collections? 24. C'est un phénomène mondial. J'ai trouvé 24 Vénus, parce que les gens le voient, sur 2 collections. J'ai 4000 collections, j'ai trouvé. On va trouver des milliers de Vénus comme ça. Voilà. Alors ça, vous verrez ça dans toute la... Là, je retiens, je ne veux pas en parler tout de suite, j'attends avec les préhistoriens, mais c'est un phénomène mondial. Et donc, c'est parti d'ici. Donc, vous voyez que la préhistoire, c'est vraiment passionnant, parce que vous arrivez à découvrir des choses incroyables, et sans arrêt, on découvre des choses comme ça. Bon, alors bien sûr, ils avaient des lampes, hein, donc là j'ai toute une quarantaine de lampes pour aller faire, pour graver et peindre. Et puis, il y a une chose aussi intéressante que je vais vous dire, j'en ai parlé un petit peu, c'est les pierres figures. Alors les préhistoriens ne voulaient pas entendre parler de ça, mais Boucher-de-Perle l'a évoqué déjà, j'ai retrouvé les textes de Boucher-de-Perle. En fait, ça, c'est pas l'homme qui l'a fait, c'est naturel. Donc les scientifiques disaient, ah non, non, ça nous intéresse pas. Or, sur les sites, on retrouve énormément de pierres figures, c'est-à-dire des pierres qui ressemblent à un cheval, mais ce n'est pas de la main de l'homme, hein, c'est naturel. Ça ressemble à des Vénus, ça ressemble à, bon, à un tas de choses, à des animaux, à des hommes, à des têtes d'hommes. Donc c'est ça qui est précieux parce que ça a été négligé et dans tous les déchets, vous avez énormément de pierres figures. Ça va être un autre phénomène. Et là, je fais une exposition, je viens de signer avec les Américains pour 3 ans. Ça va à Los Angeles, Chicago, etc., jusqu'à Shanghai. Pendant 3 ans, je leur prête une centaine d'outils et des pierres figures, et ils en font une expo pendant 3 ans, donc ça va être aussi un phénomène. Et je leur demande de parler de la France, du Périgord et du château, bien sûr. Alors, cette période, on arrive à la Cro-Magnon, on arrive au réchauffement. Alors, le réchauffement, problème grave. À partir du moment où il y a réchauffement, les arbres poussent, les gibiers partent, les bisons, là, et l'homme n'a plus rien. Il a du lapin, du sanglier, des oiseaux, il crève de faim. Donc l'art s'arrête il y a 10 000 ans, pas pour 1000 ans, pas pour 3000 ans, pas pour 5000 ans. Il faut attendre l'Antiquité pour retrouver une gravure. Quand vous voyez les gravures là que je vous ai montrées, il ne reste plus rien pendant 10 000 ans. Ça veut dire que les gens n'ont plus à manger, et moi je pense qu'on a failli disparaître là. Ça a été terrible. Et la chaleur, alors ils n'ont déjà pas de gibier, mais ils ne peuvent pas le garder 48 heures. Je vous ai parlé de Sahara, c'est vraiment un climat très fort. Entre parenthèses, sur les 20 000 de chaud, on a entamé 12 000, là, et normalement il nous resterait 8 000 avant de rentrer dans la glaciation. Personne n'en parle de ça. 8 000. Mais comme l'homme a accéléré, je pense qu'il va peut-être rester que 6 000, que 5 000 ou 4 000. Et j'ai entendu il y a 15 jours aux informations, dans 50 ans déjà, des îles de Caraïbes vont avoir des problèmes. Et vous voyez bien que sur l'Atlantique, la mer augmente et vous avez une grotte côtière qui est à 40 mètres sous l'eau. Donc les niveaux ont pu changer de 100 mètres. Donc ça va monter, ça va monter. Donc s'il y a des gens qui ont des maisons en Hollande, je conseille de vendre maintenant parce que vraiment c'est... Et bientôt la glaciation, et si vous avez des actions de tunnel sous la Manche, il faut vendre aussi. Alors, donc voilà le climat. Alors, il faut savoir, dans les transitions, alors là, vous allez voir des trucs que vous n'avez rien vu. Hein. Vous voyez bien, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une violence. La nature est furieuse, il y a une violence de plus en plus. Mais ça va continuer. Même le Gulf Stream peut changer. Ça va être, le climat, ça va être terrible. Alors, on n'ose pas en parler, mais c'est... alors, c'est pas l'homme, parce que là, 10 fois c'est arrivé, et 10 fois on a survécu, mais survécu, vous savez... là, on a failli bien disparaître. Hein, voilà. Alors, j'ai voulu simplement, j'ai voulu faire court pour vous donner des points d'ancrage. Et alors après, simplement, ces hommes, donc les outils, ils sont minables. Vous avez vu des bifaces comme ça. Là, ils font vraiment des cochonneries. Il n'y a rien, ce qu'on appelle un tranchet. Hein. Vous avez vu des harpons. Il y a des harpons, ils sont pas... Ouais. Il y a des harpons sous le Magdalénien qui sont magnifiques en bois de Rennes. Là, c'est un os simplement. Ça s'appelle, c'est un os biseauté. C'est tout. C'est un poinçon. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pendant près de 10 000 ans.
Alors quand même, il y a un sursaut, et les hommes, pour survivre, inventent l'agriculture, et puis ils essayent de rassembler des gens et font de l'élevage. Mais à partir du moment ça, les guerres commencent. Les guerres, sur 1 million d'années, les guerres ont commencé simplement il y a 4000 ans. 4000 ans en France, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez du capital, les guerres commencent. Avant, il n'y a aucune trace de guerre. Et ça, on est formel. Hein. On est formel. On l'avait dit entre le Néandertal a disparu, etc. Non, pas du tout. C'est pas la guerre, ils s'entendaient pas mal. Voilà. Donc, alors c'est intéressant. Alors, ce que je montre dans le musée, c'est l'évolution de la guerre. Alors, ils inventent des haches taillées. Et puis alors après, une autre innovation, ils font des puits de 10 mètres parce que le silex est facile à travailler. Donc, les haches, elles deviennent comme ça. Et puis, c'est pas terminé. Après, ils inventent le polissoir. Et là, vous avez un rasoir. C'est-à-dire que la hache polie, c'est un rasoir. Voilà. Alors, je m'arrête là, parce qu'après, bon, vous avez le cuivre, la fer, les Romains, etc. Et là, vous pouvez passer la nuit avec moi, si vous voulez. Mais là, ça vous donne une idée. Si vous voulez, des climats, vous avez compris que 80% du temps, c'est des rectus, 15% c'est le Néandertal, 5% c'est nous, donc c'est rien. C'est rien. Donc moi, je pense qu'on ne vivra pas autant que le Néandertal. Ça paraît impossible. Vous avez vu les climats, vous avez vu les guerres, les idées reçues, et un peu les innovations qui ont permis à ces hommes d'évoluer. Voilà.